Mes chers collègues, mesdames et messieurs, donc je vous demande de vous mettre en place, c'est bon. Voilà, donc j'ouvre la séance du conseil municipal du 27 mars. Je vais commencer par l'appel. Donc Madame Lesbat, Monsieur Lureau, présent. Madame Brochard, Monsieur No, présent. Madame Vinter, Monsieur Verdon, présent. Monsieur Messey est absent à donner procuration. Monsieur Verdon, Madame Goury, présent. Madame Abadi. Madame Fourant, Monsieur Maître, Monsieur Coyac, Monsieur Vidou va nous rejoindre, Madame Meurin, Madame Maury, Monsieur de la Victoire, Madame Dauvilliers, Monsieur Dauvilliers, Monsieur Cholet, Madame Rick Bosch, Monsieur André Lebègue, Monsieur Colombo, Madame Boniface, Madame Elfadi, pardon. Monsieur Aguerre est absent, donné procuration à Madame Lesbat, Madame Malada et Monsieur Nicolas. Merci. Donc je vous fais circuler la feuille pour signature, s'il vous plaît. Je vous propose de nommer en secrétaire de séance Madame Marie-Josée Malada. Il n'y a pas d'objection. Madame Malada, merci. Le tableau des décisions. Donc, nous avons la décision numéro 2023-04, une décision d'esté en justice. Et je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal précédent du 27 février 2023. Y a-t-il des remarques ? Monsieur le maire, Jean-Christophe Colombo, avant de commencer, est-ce que je voudrais demander une interruption de séance, s'il vous plaît, afin, vu la situation, ça serait intéressant quand même de pouvoir prendre un petit peu de temps et rencontrer une délégation des agents pour pouvoir discuter avec par rapport à la situation que nous rencontrons actuellement. Monsieur Colombo, je vous propose que vous puissiez le faire à l'issue du conseil. On a l'ordre du jour assez chargé. Pourquoi voulez-vous une interruption de séance ? Je ne voulais pas le faire tout seul, je voulais le faire avec vous. Rencontrer les agents pour pouvoir discuter avec eux et rencontrer une délégation pour pouvoir échanger avec eux, pour savoir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, que nous échangeons tous pour essayer de trouver une issue favorable à la situation. Monsieur Colombo, j'ai échangé avec des personnels, effectivement, au début de ce conseil, donc je vous propose que nous le fassions à la fin du conseil, s'il vous plaît. Donc, poursuivons la séance. Donc, approbation du procès-verbal du 27 février 2023. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal ? Non, pas de remarques. Mais écoutez, je vous propose de le mettre au vote. Donc, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? 2 abstentions. Qui est pour ? Je vous demande de lever la main. Merci. Donc, à la majorité, le PV est adopté. Je vous le mets en signature et je vous prie de ne pas modifier la date comme ça a pu être fait par erreur la dernière fois. Donc nous passons aux délibérations. Alors la première délibération, c'est la délibération numéro 16, relative à l'approbation du compte de gestion. Voilà, donc il s'agit simplement d'approuver, vous savez, le compte de gestion. C'est le compte de gestion préparé par le receveur municipal pour l'année 2022. Et donc qui est en stricte conformité avec les comptes administratifs. Voilà. Donc y a-t-il des questions sur cette délibération, toute classique ? Non, pas de questions. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Donc j'ai 8 abstentions. Qui est pour ? Je vous donne la main. Merci. Donc à la majorité. La délibération est adoptée. Alors nous allons passer maintenant à la délibération concernant l'approbation du compte administratif et je vais vous faire une présentation du compte administratif 2022. Alors, donc il y a une projection à l'écran, j'espère que vous la voyez. Donc la planche suivante s'il vous plaît. Donc le compte administratif, classiquement, il présente 2 sections, un budget principal et l'équilibre des 2 sections du budget de l'école d'art. Donc je vous passe à la planche suivante, s'il vous plaît.
Donc la première partie, l'ensemble des sections et ratios, donc c'est un CA qui présente un résultat en fonctionnement de plus 655 000 euros et en investissement de plus 4 millions 3, avec des restes et réalisés importants cette année de 1 859 000 euros. Le taux d'épargne brute est à 12,47, il était à 13,89 l'an dernier. La capacité de désendettement est à 3,81 non, contre 0,50, mais ça c'est le normal, c'est l'emprunt qui a été pris cette année. Sur la section de fonctionnement, donc le compte administratif, je rappelle que c'est les dépenses réalisées et les recettes réalisées en 2022. Donc les dépenses réelles s'élèvent à 8,2 millions et les dépenses d'ordre à 700 000 euros, 717 000 euros. Des recettes donc réelles de 9 400 000 euros et des recettes d'ordre de 185 000 euros. Les dépenses de fonctionnement, si on les détaille un petit peu, donc on avait des dépenses de fonctionnement qui s'élevaient à 8 930 000 euros, en augmentation de 7%, 6,94 précisément par rapport à 2021. On va les détailler un petit peu sur les planches suivantes. Donc sur les charges à caractère général, donc nous avons, ici j'ai du mal à lire moi-même, donc les premiers effets de l'augmentation des coûts de l'énergie, puisqu'on a eu une augmentation déjà de plus 265 000 euros, une hausse aussi du poste alimentation de plus 54 000 euros par rapport à 2021, et un retour à l'organisation normale des séjours, notamment pour plus 45 000 euros. D'autres augmentations des prestations de services de l'ordre de 16%. Voilà, donc on ne va pas tout détailler, on va pouvoir passer à la planche suivante. Les charges de personnel ont augmenté aussi fortement cette année, avec le recours à plusieurs renforts au sein de l'équipe d'animation pour faire face à une demande grandissante. On a de plus en plus d'enfants sur la commune, vous le savez. L'évolution des carrières aussi, et la revalorisation, donc avancement d'échelon, de grade, promotion interne, et la revalorisation annuelle de l'IFSE qui est indexée sur l'inflation, et la revalorisation de 3,5% du point d'indice de la fonction publique, ce qui représente une augmentation de charge de 180 000 euros en année pleine. Donc atténuation de produits, on va passer rapidement sur cette planche. Les autres charges de fonctionnement, donc on a l'adaptation de la subvention au CCAS. Donc les dépenses de ce chapitre ont enregistré une baisse de 5%. Voilà, on peut passer à la planche suivante, il n'y a pas d'événement en particulier. Donc sur les recettes de fonctionnement de l'année dernière, donc le compte administratif enregistre une augmentation des recettes réelles de 5%, résultant de la dynamique des fiscalités directes, à la fois la taxe foncière et indirecte que sont les droits de mutation, pour plus de 600 000 euros, et avec des produits exceptionnels qui sont en diminution, mais comme leur nom l'indique, ce sont des produits exceptionnels qui varient d'une année sur l'autre. La diminution, alors le produit du service et des domaines, donc on a une diminution, on a un montant de 1 144 000 qui est en diminution de un peu moins de 1%, avec une diminution qui résulte de deux facteurs principaux. L'augmentation des produits qui est issue de la fréquentation des services scolaires et périscolaires de plus 44%, mais une diminution de la recette perçue auprès de Bordeaux Métropole concernant la délégation de gestion de la compétence des espaces verts mobilier urbain de moins 56 000 euros. Les impôts et taxes, donc l'augmentation des recettes fiscales en 2022 qui résulte d'une évolution des recettes de la fiscalité directe, on en a déjà parlé, et des effets des revalorisations cumulées des taux et des bases. Voilà, puis donc un retour à un niveau normal des recettes de TLPE après l'encaissement de 2021 qui était et d'une partie de la TLPE 2020 du retard qui avait été pris sur la récolte de cette taxe. Donc pour les dotations et subventions au chapitre 74, donc nous avons un montant de 846 000 euros qui est en diminution de 4%, avec notamment encore une fois, même si ça va stabiliser cette année, donc un écrêtement de la dotation forfaitaire de l'État. Nous avons perdu en 2022 par rapport à 2021 68 000 euros. Nous avons une légère augmentation des recettes de la CAF en contrepartie de 17 000 euros et une augmentation des allocations compensatrices
du fait de l'instauration de la compensation d'exonération de taxes foncières sur les locaux industriels. Voilà. Je passe assez vite, donc sur les autres produits, je passe, il n'y a pas d'éléments particuliers. Concernant la section d'investissement, alors nous avons la partie recettes. Bon, globalement, nous avons toujours le fonds donc, départemental à hauteur de 30 000 euros, la FCTVA, des choses classiques, mais surtout ce qui est à noter, c'est l'emprunt, bien sûr, de 4 millions d'euros pour financer notre politique envers l'enfance et la jeunesse, donc, et le futur groupe scolaire, évidemment. Dans les dépenses donc, d'investissement, la répartition des dépenses d'investissement, le montant du CA 2022 s'élève à 1 300 000 avec une partie dépenses réelles et dépenses d'ordre. Mais ce qui est à noter, c'est un volume important de restes à réaliser de 1 086 000 euros pour les dépenses engagées en fin d'année, avec les frais d'études pour une halle de marché, la mise en éclairage LED de l'ensemble des points d'éclairage public pour près de 900 000 euros, la requalification du boulevard Feydeau, la création d'un système de ventilation et de renouvellement d'air au gymnase Nelson Payot pour 60 000 euros, qui est une des premières étapes de l'assainissement de nos bâtiments publics. La suite et la fin de la maîtrise d'œuvre donc pour la construction du groupe scolaire pour 390 000 euros, avec un groupe scolaire qui sera exemplaire sur le point environnemental, mais on en reparlera. Bon, donc ça c'est la répartition, on voit essentiellement quelques éléments. Là, ici, je voudrais rappeler aussi notamment le moyen de transport pour le CCAS, un véhicule plus moderne. Et bon, les autres investissements, vous les connaissez, sont difficiles à voir sur ce document. La partie 2, donc, c'est le compte administratif des écoles d'art, avec pas d'éléments extrêmement significatifs sur ce compte administratif, avec une petite section d'investissement. Voilà, on retrouve enfin un fonctionnement à peu près normal de nos écoles d'art après les périodes, bien sûr, de confinement. Voilà pour ce compte administratif. Avez-vous des questions? Donc je ne passe la parole à Madame Malada pour le vote. Y a-t-il des questions, oui, sur ce compte administratif? Non, rien de particulier. Donc, comme la réglementation le prévoit, je vais me retirer au moment du vote. Et donc, c'est Madame. Donc, le conseil municipal désigne Madame Marie-Josée Malada, qui est donc la nouvelle doyenne de l'Assemblée, comme présidente, le poste, hein. et qui va donc présider la séance pour, il faut le dire, pour le vote donc de cette délibération. Donc, Madame Malada, je vous passe la présidence de la séance et je sors de la salle. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2022 du budget principal dont les résultats se présentent comme suit. En section de fonctionnement des recettes à hauteur de 9 586 717 euros 36 et des dépenses à hauteur de 8 930 979 euros 94 centimes pour un résultat excédentaire de 655 737 euros 42 et un résultat définitif de 4 659 611 euros 99. En section d'investissement, des recettes à hauteur de 5 663 296 euros 93 centimes et des dépenses à hauteur de 1 361 542 euros 90 centimes pour un résultat excédentaire de la section à 4 301 754 euros 3 centimes et un résultat définitif de 2 293 889 euros 32. Le CA 2022 est soumis au vote du Conseil. Je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient, 8,
qui est pour? Hein, il faut que je compte. Il y a la majorité. La majorité. On est combien? À main levée. Vous voulez que je compte? Oui, vas-y, demande ceux qui s'abstiennent. Non. Allez, relevez, Allez, c'est bon, on va compte pas y alors. passer la nuit. Ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre? 21. Non, ceux qui sont pour. 21 pour. 21 pour, donc à la majorité, c'est voté. Il est ensuite demandé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2022 du budget annexe, dont les résultats se présentent comme suit. En section de fonctionnement, des recettes à hauteur de 252 819 € 41 centimes et des dépenses à hauteur de 254 000 523 € 59 centimes pour un résultat déficitaire de 1704 € 18 et un résultat définitif de 13 495 € 34. En section d'investissement, des recettes à hauteur de 2 186 € et 92 centimes et des dépenses à hauteur de 948 € pour un résultat excédentaire de la section à 1 238 € 92 et un résultat définitif de 1 891 € 39. Le CA 2022 du budget annexe est soumis au vote. Donc je vous demande qui est contre, qui s'abstient, 8, qui est pour, 21. Donc c'est voté. On peut demander à Monsieur le maire de revenir. Merci. Merci. Donc, je reprends donc la présidence de l'Assemblée. Donc, nous passons maintenant à la délibération numéro 18, donc, qui concerne l'affectation des résultats de l'exercice sur le budget principal et le budget annexe. Bon, donc les résultats de clôture à affecter, donc tout ça a été présenté en commission. Donc sur la section de fonctionnement, nous allons affecter en A1 donc 4 659 611 € 99. Sur le besoin réel de la section de financement, l'excédent positif réel de financement est de 2 287 889,32 €. Et donc il est proposé d'affecter donc en section de fonctionnement en recette donc 4 659 611 € 99 et en section d'investissement 4 157 849 € 69 pour ce qui concerne donc le budget de la ville. Et pour le budget annexe, donc le résultat du compte administratif s'élève avec un résultat de clôture à affecter en A1 de un excédent de 13 495,34 € et un besoin réel de la section de financement en excédent réel de financement de 1 891,39 €. Voilà, y a-t-il des questions sur l'affectation de ces résultats? Non, il n'y a pas de questions. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc 8 voix, qui est pour. Merci à la majorité. La délibération numéro 18 est adoptée. Alors nous passons maintenant à la délibération 19 qui concerne la fixation des taux d'imposition. Donc vous avez dû avoir sur table, Monsieur Pujol, c'est ça, la délibération a été imprimée.
Ah non, pardon, donc elle est sur idée libre en fait. Elle a été transmise donc sur idée libre. Bon, je vais vous l'exposer très simplement. Donc elle est consultable en ligne. Je ne sais pas si est-ce qu'on peut l'afficher. Non, c'est compliqué peut-être, Monsieur Pujol, de l'afficher. Non, je vais vous en exposer les raisons. On essaie de l'afficher. Vous allez voir, c'est à la fois très simple. Voilà. Donc sur cette délibération qui concerne la fixation des taux d'imposition par rapport à la version que nous avions présentée, il y a simplement le fait que donc nous avons reçu un courriel la semaine dernière de la DRFIP qui nous alertait sur le fait que même si nous ne percevons plus directement la taxe d'habitation, néanmoins, concernant la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants, donc les taux avaient été gelés entre 2020 et 2022, il faut quand même que nous votions un taux, même s'il n'y a pas de perception directe, je crois, par la commune. En tout cas, si l'on ne vote pas, pardon, c'est si l'on ne revote pas le taux, même s'il n'a pas bougé, jusqu'à maintenant, nous ne l'avons pas voté. Si nous ne le revotons pas, en fait, la recette ne peut pas être établie. Donc il faut revoter ce taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants. Voilà, donc ce qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant, et donc nous avons eu cette alerte de la DRFIP. Donc le taux que l'on voit ici, hein, c'est le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, donc était en 2020 à 18,56%. Il n'a pas été voté en 2021 et 2022, mais en 2023, avec la fin des votes, donc de la perception de la taxe d'habitation pour l'ensemble des particuliers sur les résidences principales, on a maintenant besoin de revoter ce taux, donc nous remettons le taux de 2020. Voilà. Bon, par contre, bien sûr, dans cette délibération, il y avait aussi la présentation des taux, et donc notamment le taux sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui était de 44,32% en 2020, et que nous proposons à 46,31%. Nous en avions échangé lors du débat d'orientation budgétaire, lors du précédent conseil municipal. Voilà, donc cette modification ne change rien et permet simplement de percevoir effectivement cette taxe d'habitation sur la résidence secondaire comme c'était prévu au budget. C'est une petite subtilité administrative. Avez-vous des questions, des précisions peut-être? Je vous en prie. Mettez le micro, Monsieur Cholet. Oui, je vous en prie. Monsieur Cholet, donc. Bonsoir à tous et à toutes. Juste une question qu'on comprenne bien. C'est la numéro 19, c'est ça? On est d'accord? Oui, okay, numéro 19. Oui, okay, oui. Merci. Oui, donc voilà, c'est la partie, deuxième partie du tableau là, qui est rajoutée en fait. Hein. Oui, Madame Rigbosch. Oui. Petite question, Monsieur le maire. Combien il y a de résidents d'Artigues qui ont leur résidence secondaire à Artigues, s'il vous plaît? On sait qu'on a 23 résidences secondaires à Artigues, mais on ne sait pas si ce sont des propriétaires artiguais. On n'a pas cette donnée. Oui, donc ça n'a pas cherché très bien loin quand même. Non, pas chercher des 100 et des 1000, on est bien d'accord. Peut-être. Enfin, c'est 23 résidences secondaires, ça fait l'ordre de 30 000 €, je crois. Et on va pas se passer. Enfin, je sais pas ce que je veux dire, c'est que si on ne vote pas ce taux, on se passe d'une recette de 30 000 € qui était prévue depuis plusieurs années, quoi. Donc on ne va pas dans le sens de. Voilà. Donc simplement, on déclare, on revote ce taux pour ne pas se passer de cette recette qui était déjà prévue. Par contre, nous avons la possibilité, avant le 1er octobre, je crois, 2023, de voter une majoration sur la taxe d'habitation, et ça nous verrons si nous le faisons avant le mois d'octobre. Voilà. Bon, y a-t-il d'autres? Oui, Madame Rigbosch. La délibération, là, il faut voter à la fois la taxe foncière, l'augmentation de taxe foncière, plus la taxe d'habitation. On est bien d'accord? Oui, c'est l'ensemble. C'est sur oui, les deux, hein? Absolument. Oui, puisqu'on ne peut faire qu'une seule délibération concernant les taux. Voilà. D'accord. Merci.
Bien. Y a-t-il d'autres questions? Non? Aussi? Oui, Monsieur Colombo. Pas une question, merci Monsieur le maire. C'est juste pour vous rappeler pourquoi nous allons voter contre, puisque ça fait une augmentation sur 2 ans d'affilée. On voit que le résultat n'apporte pas non plus, c'est pas probant pour les finances de toute façon, et qu'on a mis un doigt dans un engrenage et que l'année prochaine, il faudra parier que nous aurons aussi une augmentation. Bon, c'est votre appréciation. On en parlera juste après sur le budget de cela, sans refaire le débat d'orientation budgétaire, mais je vais vous faire une présentation du budget avec les éléments chiffrés, voir ce que ça représente et ce qui se serait passé si on n'avait pas augmenté effectivement et trouvé des recettes. Bien, donc nous passons au vote. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui est contre? 8. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Donc, à la majorité, la délibération 19 est adoptée. Je vous en remercie. Alors, la délibération numéro 20, donc relative au vote du budget primitif principal et budget annexe. Donc, de la même façon, on a une présentation qui va s'afficher à l'écran. Bon, donc cette présentation elle aura 2 parties, les équilibres des 2 sections du budget principal et des équilibres des 2 sections du budget annexe de l'école d'art. Alors, sur le budget principal, donc là, vu d'ensemble, donc le budget primitif, au total, c'est 25 millions d'euros, presque 26. Donc présenté après l'approbation du compte administratif, il intègre les résultats de l'exercice antérieur, donc 4,6 millions en recettes de fonctionnement et 4,16 millions d'euros en dépenses d'investissement, dont 1,86 de reste à réaliser. Donc ces résultats permettent de dégager une forte capacité d'autofinancement de 4,44 millions. Donc bien sûr, le budget est équilibré, ces 4,44 millions vont participer évidemment au financement d'un très gros projet que vous connaissez bien maintenant, le groupe scolaire AFEDO. Donc sur la section de fonctionnement, alors c'est presque le point le plus important, et pour faire le lien avec ce que vous évoquiez, M. Colombo, sur les taux, même si ce n'est pas très facile à lire, on a cette fameuse poursuite de resserrement de l'effet ciseau, avec donc prévu au budget 2023, malgré tous nos efforts de diminution de dépenses et d'augmentation des recettes, on a une épargne de gestion courante de 440 000 euros qui est en diminution de 60% par rapport à 2022. Et un taux d'épargne brute donc, qui chute fortement puisqu'il n'est plus que de 3,08% au lieu de 12,47% en 2022. Et on voit que l'épargne nette, qui était de l'ordre de 1 million en 2021 et en 2022, en 2023, elle ne sera plus que de 55 000 euros, c'est-à-dire presque plus rien. Donc, si nous n'avions pas pris des mesures fortes pour augmenter les recettes et malgré tout tenter de limiter les dépenses, avec toutes celles qui augmentent et qui sont indépendantes de notre fait, de notre volonté, nous serions dans une situation catastrophique. Et moi, je ne veux pas laisser une dette à cette commune plus importante que celle que déjà les difficultés que nous aurons à maintenir l'ensemble de notre patrimoine si les dépenses continuent d'augmenter au rythme affolant auquel on les voit aujourd'hui. Donc on espère que les situations internationales notamment vont se stabiliser et que les impacts que l'on voit, les effets de la crise donc vont s'amortir au fil du temps. Donc sur les dépenses de fonctionnement, alors globalement, donc 9,54 millions de dépenses réelles, 5 millions de dépenses d'ordre. Donc la prévision de dépenses de fonctionnement enregistre une augmentation de 16%, donc notamment 10% de dépenses imprévues, liées bien sûr à l'explosion des prix de l'énergie. Je l'ai déjà dit, on le redira, puisqu'il faut bien que les concitoyens comprennent qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire comme cela se produit pour chacun individuellement, chaque citoyen, et que là, pour les communes, on a des augmentations de prix du gaz et de l'électricité de 2 à 3. Donc ça, c'est des efforts, des sommes qu'il faut bien payer les factures d'énergie. Donc au volume, l'enveloppe de dépenses
de dépenses imprévues importantes afin d'anticiper une future hausse et peut-être une augmentation, donc notamment sur les fluides encore, et peut-être un nouveau dégel du point d'indice. On voit aujourd'hui qu'il y a de nombreuses demandes sociales d'amortissement et de nombreuses personnes sont dans la rue. Donc voilà, on n'est pas à l'abri, j'allais dire, sur le budget communal d'une nouvelle décision de l'État qui déciderait d'augmenter le point d'indice. On n'en sait rien pour l'instant, mais il faut un petit peu le prévoir et gérer une commune, c'est aussi faire de la prévision de ce type-là. Les charges à caractère général donc, sont de 3 millions d'euros avec déjà, donc, alors bien sûr, l'augmentation sur les fluides, hein, puisque l'enveloppe qui était de l'ordre de 400 000 euros passe à 1 million d'euros. Donc 600 000 euros, je rappelle, hein, c'est l'équivalent de 20 emplois de catégorie C sur une année. Donc il faut, voilà, c'est vraiment très très important. L'alimentation, plus 84 000 euros. Les assurances sur le régime statutaire, plus 20 000 euros. Souscription d'une assurance dommage ouvrage pour la construction du groupe scolaire, plus 87 000 euros. Et les transports collectifs aussi, hein, avec une partie donc qu'on n'aura pas sur la masse salariale, puisque pour l'instant, on ne va pas remplacer le chauffeur à court terme donc de nos bus scolaires. Donc nous allons augmenter la part de la sous-traitance de cette activité, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, le temps d'y voir un peu plus clair. Et puis l'ajout d'une nouvelle ligne de bus, hein, donc tout ça c'est pour 39 000 euros de plus par rapport à 2022. Sur les personnels, donc les charges de personnel qui s'élèvent à 4,79 millions d'euros, une augmentation donc de près de 400 000 euros, 8%, avec des facteurs externes comme l'impact des décisions de l'État, hors point d'indice. Donc on est à 20 000 euros pour l'ensemble de l'avancement des carrières, avancement d'échelon, promotion interne, etc. Et sur une année pleine, la revalorisation du point d'indice, donc pour 210 000 euros. Et puis des facteurs internes qui sont liés à la fois un recrutement d'un adjoint à la direction du patrimoine qui n'avait pas été remplacé l'année dernière, et on voit que vu le nombre de projets que nous avons, il est quand même nécessaire d'avoir des effectifs pour accompagner ces projets, et puis une revalorisation annuelle de l'indemnité de fonction pour les agents, donc avec une enveloppe de 32 000 euros. Bon, sur les atténuations de produits, nous passons simplement rapidement. Les autres charges de gestion, donc 675 000 euros avec les subventions aux associations, on maintient le niveau. On en discutera tout à l'heure sur il y a une délibération spécifique. La subvention donc versée à l'école d'art aussi, qui augmente, elle, de 7 000 euros. Et puis la subvention versée au CCS qui est maintenue. Pour les recettes de fonctionnement, donc une augmentation de la fiscalité qui permet d'avoir une augmentation des recettes de fonctionnement, donc pour maintenir un budget à l'équilibre. Et s'agissant donc des dotations de la ville, on enregistre une nouvelle diminution de la dotation forfaitaire, environ 65 000 euros. Donc ça, c'était en 2022 et qui devrait par contre se restabiliser, qui va se stabiliser cette année enfin. Je rappelle le montant, hein, toujours impressionnant, mais de quand même une perte en 10 ans de 4,6 millions d'euros pour la commune en 10 ans sur la dotation globale de fonctionnement. Donc il était grand temps de réagir, mais nous n'avons pas énormément de leviers, puisque l'État nous en prive chaque année un peu plus de ces leviers. Donc les produits et services du domaine, les produits de services, donc une augmentation de 4%, essentiellement sur la restauration scolaire, puisqu'on a un peu plus d'enfants chaque année. Voilà, pour cette planche-là. Donc les impôts et taxes s'élèvent donc à 7,8 millions d'euros, avec notamment une revalorisation des bases, on le sait déjà, qui était déjà de 3%, pas de 3% l'année dernière, 7% de cette année. Donc au total, les seuls effets de revalorisation de l'État sont de 10% ou 11% en 2 ans. Bon, dotation et subventions, 0,87 millions d'euros. Voilà, un peu de recettes CAF en plus, mais rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Sur la section d'investissement, donc les recettes d'investissement, donc c'est la section d'investissement, elle s'équilibre à 11 millions d'euros. Elle intègre donc
en autofinancement fort à 4,44 millions d'euros, on l'a vu avec l'affectation des résultats. Nous aurons une recette exceptionnelle de 1,3 million d'euros avec la vente de l'îlot Bel Air pour en faire une résidence intergénérationnelle. Donc cette vente devrait avoir lieu dans le courant de l'année. On a les recettes classiques, j'allais dire, mais qui se maintiennent quand même. Et on remercie le département pour le fonds de dotation, le fonds départemental d'aide à l'équipement des communes, la taxe d'aménagement, le FCTVA. Donc tout cela pour une recette de 315 000 euros. Et puis des subventions d'équipement pour 257 000 euros avec différents fonds de concours pour l'aménagement des réseaux, des voiries, notamment la requalification du boulevard Feydeau et du poteau d'Ivrac. Donc les dépenses d'investissement. Donc on reprend bien sûr dans ce budget prévisionnel, il n'y a pas de surprise, les projets annoncés dans le rapport d'orientation budgétaire, avec également donc les restes à réaliser de l'ordre de 1,8 million d'euros, des dépenses financières pour 742 000 euros, des dépenses d'ordre pour 185 000 euros. Donc les éléments marquants de ce budget d'investissement, les grands projets de mandature, donc la construction d'un nouveau groupe scolaire à Feydeau, je crois que chacun le connaît bien maintenant. Donc les travaux, vous avez pu le voir, ont démarré, notamment les travaux de démolition d'une partie et de reconstruction bientôt donc de ce qu'on appelle le pavillon d'entrée, qui sera le futur restaurant scolaire, la salle de restauration. L'installation d'une station de chauffage bois sur le site de Feydeau, donc là aussi elle devrait être opérationnelle pour la prochaine saison de chauffe, donc c'est 415 000 euros. Et puis la construction d'une halle de marché avec sa toiture photovoltaïque qui permet bien sûr, je crois que tout le monde a vu le dernier rapport du GIEC, on est déjà au 6e, donc il est grand temps d'avoir des investissements qui permettent de produire de l'énergie, et donc les collectivités territoriales ils prennent leur part. Donc avec l'aide de Bordeaux Métropole, nous aurons cet investissement important, et la part de la ville est à peu près 50% du montant pour 432 000 euros. Les autres dépenses d'investissement, donc sur les installations thermiques, nous avons inclus une part forte chaque année dans le marché, dit le marché P3 de renouvellement, donc de 64 000 euros pour tout ce qui est chaudière, climatisation, etc. Aménagement paysager urbain au poteau d'Ivrac, donc nous aurons une réunion publique sur le sujet, mais on en reparlera je crois tout à l'heure aussi. 145 000 euros sur le boulevard Feydeau, cotement de voirie 45 000 euros, une réfection du système donc de chauffage et de refroidissement d'air à la médiathèque pour 20 000 euros. Donc, dans le domaine social, donc le programme d'intérêt général va être abondé de 10 000 euros. Dans le domaine économique, le plan urbain partenarial du secteur Feydeau, avec la participation aux travaux de 34 000 euros. Pour ce qui est des écoles jeunesse, nous avons mis en place, vous l'avez vu, elle est installée depuis vendredi, un système à chaîne, on espérera plus solide, plus durable que l'ancienne barrière levante qui était devenue obsolète. Donc cette nouvelle technologie, on va dire, ce nouveau système, pour 15 000 euros, permet de sécuriser la zone auprès des enfants. Le remplacement de la structure d'aire de jeu à l'école maternelle du parc et à l'école maternelle du parc pour 33 000 euros. Et puis aussi la climatisation des dortoirs du multi-accueil municipal pour 7 000 euros, puisqu'on voit que le réchauffement climatique fait que les températures maintenant deviennent extrêmes et qu'il faut malheureusement en arriver à climatiser certaines zones que l'on ne peut pas encore totalement isoler. Et puis le passage à la nouvelle nomenclature M57 qui nous coûte d'un seul coup 85 000 euros, là purement d'un compte qui n'a pas été... C'est une dette dont on hérite et qu'il faut bien purger à un moment ou à un autre, et on nous oblige à la purger cette année. Pour les autres dépenses, le budget donc prévoit un montant de près de 250 000 euros pour le remboursement, bien sûr, du capital de l'emprunt. On ne construit pas des projets d'ampleur sans faire le recours dans l'emprunt, mais bon, ça c'est absolument logique. On n'a que quelques années de remboursement de l'emprunt, on est autour de 4 ans, donc c'est tout à fait raisonnable pour une commune de notre taille.
Le budget 2023 donc, vise un montant de 163 000 euros, oui, pour le versement d'attribution de compensation et le programme d'intérêt général. Et puis donc 400 000 euros de dépenses imprévues. Nous sommes dans une période où faire des budgets prévisionnels est de plus en plus compliqué. Les multiples crises à répétition font que qui peut dire ce que sera l'avenir, c'est toujours très compliqué, mais ça l'est de plus en plus. Voilà, c'était pour la partie maintenant des écoles d'art. Sur le budget annexe, peu de choses à dire. Dépenses et recettes, on équilibre sur l'investissement à 5 000 euros et sur le fonctionnement à 275 000 euros. Le budget de fonctionnement, les écoles d'art, c'est essentiellement les salaires des employés, bien évidemment, donc avec une subvention qui résulte d'une augmentation de 21 000 euros par rapport à la subvention d'avant-crise. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de ce budget et je pense que vous avez probablement des questions. Qui veut prendre la parole? Non, pas de questions? Si. Monsieur Colombo. Merci, monsieur le maire. Déjà, pour commencer, je vais parler des strates, puisque vous n'en avez pas vraiment beaucoup parlé. Effectivement, les dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population, on est au-dessus de la strate moyenne, parce que vous en parlez souvent de la strate, mais là, pour le coup, vous n'en avez pas parlé, mais on est supérieur. Sur les dépenses de personnel, c'est pareil, on est au-dessus. Donc, c'est inquiétant. Par contre, pour les dépenses d'équipement, on est en dessous. Ça, c'était pour les strates, c'était juste une petite parenthèse. Après, sur le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, elles explosent. Elles explosent. Donc, vous pouvez augmenter la taxe foncière. Ça ne va pas faire la différence, puisque les dépenses de fonctionnement ont augmenté entre 2022, elles étaient à 8 211 000. En 2023, on va passer à 9 527 000. Ce n'est pas l'augmentation de la taxe foncière qui va résorber l'augmentation du fonctionnement, puisque 16% d'augmentation de fonctionnement. Donc, c'est problématique. 4,8% sur le personnel. L'alimentation, vous l'avez dit, vous avez une augmentation. Sauf que dans le débat d'orientation budgétaire, vous nous aviez parlé d'une augmentation par la société qui fournit les aliments de 10%. Et là, on s'aperçoit que vous prévoyez quand même une augmentation de 28%. Donc, il y a une différence qui nous inquiète à nous. Les fournitures scolaires, par contre, elles diminuent. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les fournitures scolaires, par contre, elles diminuent. Est-ce qu'on a moins d'élèves prévus pour la rentrée? C'est une question. Les assurances explosent. Alors oui, effectivement, il y a une explication, c'est que vous avez pris une dommage ouvrage qui est obligatoire pour la construction de l'école, mais si on enlève le dommage ouvrage, il y a une augmentation de l'assurance de 24% en un an. Vous avez expliqué lors du débat d'orientation budgétaire que c'était dû à la sinistralité, ne serait-ce que par rapport aux arrêts des agents. Effectivement, on s'en aperçoit en discutant un petit peu avec eux. Ils ne sont pas contents, ils ont un mal-être. Donc il va falloir essayer de trouver une solution pour endiguer cette sinistralité qui nous coûte cher. Les transports collectifs, c'est pareil, 70% d'augmentation en un an. Alors oui, il y a une ligne supplémentaire. Oui, il y a le départ du conducteur de bus qui est un agent de la mairie qui s'en va à la retraite. Donc on va externaliser les transports, les voyages scolaires, ainsi de suite, on va les externaliser pendant un an, alors qu'on a un bus communal qui donc ne va pas nous servir. Au moins jusqu'à la fin de l'année, il va être garé et on ne va pas s'en servir. Est-ce que vous voulez que je vous réponde à ce point-là maintenant ou après? Si vous voulez, vous pouvez... Non, juste pour dire que ce n'est pas un an. C'est pas un an, on parle il part au 1er octobre, le chauffeur, donc c'est jusqu'à la fin de l'année. Et j'attends simplement que le directeur général des services qui arrive dans 3 semaines fasse des propositions sur l'avenir, justement. Est-ce qu'on doit continuer à investir, changer de bus, former de nouveaux chauffeurs en interne, ou est-ce qu'on externalise la prestation à des professionnels? Donc peut-être que ce sera une externalisation. Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Voilà. Il y a toujours, quand on a des petites spécialités comme ça, c'est toujours difficile, puisque si les gens sont effectivement en arrêt maladie ou en congé, de toute façon, il faut trouver
Ce qu'on a aujourd'hui, hein, on a de toute façon un mix entre une partie externalisée, quand le chauffeur n'est pas là, l'unique chauffeur, et une partie internalisée. Donc voilà, nous verrons la meilleure solution. J'entends bien, monsieur le maire, mais l'explication, elle me convient qu'à moitié, puisque moi, quand le directeur de cabinet me répond qu'on augmente de 18 000 euros contre 4 du fait du départ du conducteur de bus à la retraite, je ne pense pas que 2 mois de ramassage scolaire ou de voyage scolaire, ça coûte 14 000 euros. Je ne pense pas que l'explication soit que là. Je pense qu'il s'en va même plus tôt que ça, d'après ce que j'ai compris. Ce n'est pas octobre, c'est plutôt cet été qu'il s'en va. Et ça expliquerait mieux. Oui, en effet, effectivement, il part en retraite en octobre, sauf qu'il a du compte épargne-temps à prendre, donc il y a environ 6 mois, voilà, mais on ne peut pas non plus le remplacer avant. Donc c'est l'équivalent du remplacement de ce chauffeur sur effectivement un peu plus de quelques mois. Mais c'est tout à fait classique. J'entends bien, mais ouais. comptablement, ça explique quand même plus la différence d'argent qu'on va dépenser dans le transport. Après, ça s'entend, il y a un compte épargne de temps, il faut bien le solder avant de partir aussi. Donc on peut l'entendre. Ça, c'était pour les transports. Par contre, sur les dépenses, c'est pas grand-chose, vous allez me dire. Voyage et déplacement. On passe de 171 euros à 2072. Alors, c'est peanuts dans la gestion de la commune. Mais c'est multiplié par 12. Donc, tout le monde doit se serrer la ceinture. Vous demandez aux artiguiers de se serrer la ceinture, d'augmenter les impôts. Mais vous augmentez les voyages et déplacements. C'est pas grand-chose, c'est un signal. Mais par contre, vous n'avez pas baissé non plus les indemnités des élus non plus. Ça aurait été un signal aussi de montrer que tout le monde met la main à la poche et pour resserrer les dépenses de fonctionnement. C'est symbolique, ça n'aurait pas changé grand-chose, vous allez me le dire, mais au moins, ça aurait montré aux artiguiers que tout le monde fait un effort. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous voulez ou je continue Continuez, je vous ferai une réponse sur ce point-là. D'accord. On s'aperçoit également... Pardon, juste préciser que... je vous ferai une réponse plus détaillée après, mais que je n'ai mobilisé que les indemnités pour 7 adjoints au lieu de 8. Donc l'économie, elle est de 10 000 euros par an. Donc ça fait 60 000 euros d'économisés sous mon mandat par cette gestion-là. Et je remercie d'ailleurs les adjoints qui font les efforts de prendre les tours d'astreinte, de se répartir la charge de la commune en seulement 7 adjoints, alors que j'aurais pu en mobiliser 8 comme c'était fait sur la mandature et peut-être les mandatures précédentes. Donc je remercie encore une fois les adjoints qui s'engagent auprès de moi, qui permettent de faire des économies à cette commune. J'entends bien, monsieur le maire, mais vous les avez, les 8, depuis le début de la mandature, et c'est un choix que vous avez fait. Et depuis la décision d'augmenter, parce qu'il y a des augmentations de dépenses de fonctionnement, vous n'avez pas changé la situation pour autant. Vous pouvez aussi tourner avec moins. Voilà. Et en tout cas, avec moins d'indemnités. Ça, c'était pour les voyages et déplacements. Dépenses imprévues. Alors là, je suis perplexe. Parce que ça y est, on a pris goût à créer un chapitre dépenses imprévues. Et pire, maintenant, on a dépenses imprévues pour le fonctionnement, on a dépenses imprévues aussi pour l'investissement. Je ne savais pas que dans les investissements, on peut avoir des dépenses imprévues. Mais voilà, ça fait beaucoup à mettre. Et en plus, on s'aperçoit que dans le CA, ce chapitre-là, il est à zéro, il n'est pas indiqué. Donc je suis curieux que dans le CA, ça soit pas indiqué. Le chapitre 22 et le chapitre 21 sont à zéro, comme s'il n'y avait jamais eu d'opération d'imprévu. Donc c'est une question qu'on se pose. Sur les taxes et les impôts, on l'a dit, hein, ça monte énormément, les artiguiers apprécient. Dans les périodes actuelles, effectivement, c'est une période, comme vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup aussi d'artiguiers qui demandent maintenant de plus en plus du fonds social pour payer les factures. Ça ne va pas s'arrêter, ça va augmenter, vous l'avez dit vous-même, hein, ça risque d'augmenter, mais bon, le budget du CCAS, lui, n'augmente pas, donc j'espère qu'on va diminuer le budget de fonctionnement du CCAS pour augmenter la part réservée aux artiguiers pour leur... Mais en tout cas, je félicite le CCAS parce qu'ils font un travail phénoménal tous les jours. Et donc, en tout cas, je les remercie pour le travail qu'ils font. Et ils vont en avoir de plus en plus. Autre chose, l'OSRU. On s'aperçoit quand même qu'on a de plus en plus de constructions sur la commune, mais on a de moins en moins de logements sociaux.
parce qu'on avait commencé à atteindre, on était presque arrivé aux 25%, et on diminue. Parce qu'il y a plus d'habitants, il y a moins de logements sociaux, donc le calcul est vite fait. C'est plus facile de dégringoler que de monter. Mais la pénalité, elle est importante. Elle est importante parce qu'on passe à 18 500 euros. Oui, 18 850 euros, pardon. Alors qu'on était à 4 000 euros l'année dernière. Hein. Donc c'est inquiétant. Ça serait bien quand même qu'on rectifie la part du social dans les logements. Oui, monsieur Leroux. Juste une petite précision sur ce sujet-là, M. Colombo. Il y a le programme Erilia qui est boulevard Feydeau qui sort là parce que le permis de construire a été validé. Les travaux vont démarrer. Il y a 79 maisons, dont 37 de logements sociaux. Donc on va récupérer le taux qui avait légèrement descendu. C'est une question d'équilibre. Hein. On peut construire. Plus je construis, plus j'aurai de logements sociaux. Et à un moment donné, il faut aussi arrêter, sinon ça engendre des frais pour la commune. Donc voilà, on a cherché l'équilibre. Et tout ça va être rééquilibré avec ce projet Erilia boulevard Feydeau dans très peu de temps. Je précise que je crois que la commune n'a pas à rougir de son taux de logement social. On atteint très très proche des 25%. Donc effectivement, on y est presque et on va s'y maintenir. J'entends, monsieur le maire, c'est pas ce que je vous ai dit. Hein. Je n'ai pas dit qu'on avait à rougir. Non, on s'y approchait presque. Et effectivement, c'est très compliqué parce qu'il suffit d'avoir un programme avec un peu moins et ça fait dégringoler parce que l'augmentation de la population fait que ça augmente les besoins. Donc le calcul est fait, on ne s'arrête jamais, on en a toujours besoin. Donc c'est un équilibre constant à faire. Donc j'entends qu'on va y revenir et c'est une bonne nouvelle. Dans le fonctionnement, les recettes indirectes, donc les impôts, mais la capacité d'épargne, l'épargne brute diminue comme neige au soleil. Hein. C'est terrible. Heureusement qu'on a toujours les 4 millions du prêt. Le taux d'épargne net, c'est pareil, il diminue énormément. Il ne nous reste plus grand-chose. Hein. Le report, à force de reporter, on a des reports, mais là, on n'aura plus rien à reporter l'année prochaine. Donc, on est très inquiet pour l'année prochaine. Et sur les investissements, l'opération 25, École Feydeau, encore une fois, on vous a déjà demandé de faire des AP, des autorisations de programme, pour pouvoir être plus sincère, hein, parce que mettre à chaque fois le montant total de l'école dans l'opération pour le budget prévisionnel de l'année, alors que vous savez très bien que vous n'allez pas payer 7 millions d'un coup cette année. Hein. Donc après, vous allez faire un report et les 4 millions, et ainsi de suite, et l'argent sera reporté sur le budget suivant. C'est limite, c'est très limite. On n'apprécie pas. Par contre, les opérations 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, il n'y a rien. Elles sont à zéro. C'est-à-dire qu'on se félicite de voir tous les investissements, mais c'est 14 000 euros, 20 000 euros, 5 000 euros. Il n'y a pas d'investissement. À part l'opération École Feydeau, il n'y a pas grand-chose. Et ce qui vous sauve cette année... Pardon, je vais vous couper. Il y a quand même 2 autres opérations, même si vous n'êtes pas d'accord avec quand même. 2 opérations à plus de 400 000 euros, donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. L'opération à 400 000 euros, elle a été déjà financée l'année dernière. Hein. On ne la finance pas cette année. C'est un reste à réaliser. Elle a été prévue l'année dernière. Pas du tout. Non, elle n'a pas été faite l'année dernière, elle n'a pas été engagée. Elle a été engagée l'année dernière, c'est un reste à réaliser. Non, ce n'est pas un reste à réaliser. Les 432 000 ? Non, ce n'est pas un reste à réaliser. D'accord. On est sauvés. Et heureusement qu'en fait, on vend Bel Air, hein, les bijoux de famille, à 1 300 000, bradés. Bradés, parce que ça, quand vous calculez le prix au mètre carré, si vous voulez me vendre une petite parcelle, je la prends. Il n'y a pas de souci. 1 300 000 pour la surface, c'est compliqué, surtout quand on voit exactement ce qui est la composition. C'est compliqué, vraiment compliqué. Donc les opérations d'investissement, en fait, en 2022, sur 9 313 000, vous avez réalisé 713 000. C'est rien. C'est rien. En fait, on programme plein de choses et on annule et on repasse à l'année d'après. Donc en investissement, excusez-moi, mais on n'a que du fonctionnement qui est un gouffre et qui augmente et les investissements diminuent. Voilà. J'hésite à Est-ce que vous voulez prendre la parole pour le groupe Ensemble pour Artigues ou est-ce que je réponds à M. Colombo d'abord? Peut-être qu'il y aura des réponses qui seront un peu communes, donc je vous laisse la parole, M. Chollet. Merci, monsieur le maire. Donc moi, je voudrais attirer votre attention, s'il vous plaît, sur le fait que vous avez quand même 2 oppositions qui siègent à cette table. Moi, on souffre un petit peu d'une différence, puisque j'ai ouï dire que M. Colombo avait obtenu
une réponse à sa question. Je pensais qu'on aurait pu avoir l'envoi du mail doublé de la part du directeur de cabinet, à savoir la loi engagement et proximité de 2019, puisque M. Colombo a obtenu des informations. Je pense qu'un mail doublé, à mon intention, ou n'importe qui parmi nous six, aurait été intéressant, à savoir le fait que la loi vous impose de communiquer les indemnités d'élus. Nous, on n'a rien. On n'a rien reçu. En même temps, vous allez nous dire on n'a pas demandé. Mais bon, je me permettrai de vous rappeler que cette loi de 2019 n'est pas une option. Oui, monsieur le maire. Le tableau des indemnités a été fourni. Non. Il a été fourni, mais effectivement, il n'y avait pas la partie de mes indemnités métropolitaines, qui, à mon sens, n'ont pas à apparaître ici. Bon, monsieur Colombo a insisté. Pour quelle raison a insisté? Non, c'est Bordeaux Métropole qui devrait les diffuser. Bordeaux Métropole, aujourd'hui, personne ne le demande. Voilà, on a effectivement dans certaines communes des pratiques comme ça, de vouloir harceler absolument les élus et puis pour leur demander leurs indemnités. Bon, je vous lirai tout à l'heure un petit texte qui montrera que les indemnités ne sont pas usurpées, même si je crois qu'aujourd'hui il y a une certaine attaque contre les élus qui se fait de plus en plus. Bon, allons-y. Voilà. Donc vous avez eu le tableau des indemnités comme l'année dernière, et j'ai donné effectivement à M. Colombo montant des indemnités qui sont connues puisqu'elles ont été votées et délibérées, donc elles sont tout à fait publiques. Il suffit d'en faire le calcul. Je reprends mon propos, monsieur le maire, si vous permettez. Je vais vous lire la loi, enfin je vous la synthétise. La loi engagement proximité de fin 2019 rend obligatoire pour tous les maires et présidents de PCI la présentation aux élus en annexe de budget annuel d'un état nominatif en euros de toutes les indemnités de toute nature perçues par les élus en raison de leur élection au conseil municipal ou intercommunal, etc., etc. Le ministère en charge des collectivités locales vient de confirmer que sa communication aux élus est strictement obligatoire, au plus tard au début de la séance du vote de chaque budget annuel. Enfin, c'est pas moi qui fais la loi. Donc, puisque cette information a été communiquée à M. Colombo, nous estimons être en droit d'avoir la même information. C'est pas, enfin, moi, ça me paraît logique. Donc, que ce soit la vôtre ou autre, c'est la loi. C'est pas une option, monsieur le maire. Excusez-moi. Faites-en la demande, mais ce que je dis, c'est que au conseil municipal, je donne les indemnités liées au conseil municipal et à la représentation au syndicat intercommunal du Gois. Et de l'autre côté, à la métropole, si la métropole décide et s'il y a des demandes qui sont faites, elles sont publiées par Bordeaux Métropole. Mais moi, je n'ai aucune difficulté, je vous le donnerai. Mais avec plaisir. Voilà. Je vais passer au détail des questions. Bon, je ne veux pas revenir sur ce qui a été présenté par mon homologue. Moi, je voudrais juste alerter sur les charges de personnel. Je voulais juste préciser qu'elles sont quand même plus faibles que les indemnités qu'avait Madame Jacquet. Mais Madame Jacquet, c'était hier, monsieur le maire. Oui, non, mais je vous le précise. C'était hier. C'était un autre temps, monsieur le maire. Je vous le précise. Non, mais bien sûr. On parle de votre budget, on ne parle pas Madame Jacquet, monsieur le maire. Enfin, là, on ne parle pas du budget. Là, vous parlez simplement. Vous voulez savoir quel est mon niveau d'indemnité. Non, j'attire simplement votre attention sur le fait. Simplement aux citoyens qui sont là qu'aujourd'hui, j'ai moins d'indemnité que le maire précédent. Et de même que je redis que je n'ai mobilisé là une somme pour seulement 7 élus au lieu de 8. Donc, ça une économie de 60 000 euros sur cette mandature, sur la gestion que je fais avec mes adjoints. Voilà. Bien, je vais essayer de rentrer dans le détail, si vous me permettez, monsieur le maire, je vous en remercie. Donc on est sur le chapitre 12, charges de personnel, frais assimilés. Donc nous, on est inquiet sur la participation en meilleure formation professionnelle continue. On était à 3 457 euros, on passe à 0. On est autre indemnité non titulaire, on était à 17 617, on explose le compteur, on passe à 146 254, donc on en déduit qu'il y a des contractuels et peut-être ou des absences de remplacement d'arrêt de maladie. Sur la partie médecine du travail, pharmacie, alors je pense savoir la réponse, mais j'aimerais que vous me l'apportiez s'il vous plaît. On est à 7 368, on a 96% d'augmentation, on passe à quasiment 15 000. Sur l'aspect formation, donc on s'interroge sur l'aspect formation, budget 1500, on passe à 2250. Donc ça fait, si je ne me trompe pas, un ratio qui est faible par rapport à l'engagement des actions de formation à destination des agents. Et puis après, je reprends les propos de mon collègue sur la partie, les chapitres d'investissement, hormis le projet FEDO pour lesquels on expose les compteurs, et à part 25 000 euros d'investis dans la médiathèque, moi je suis surpris quand même qu'on n'ait rien pour la jeunesse, on n'a pas d'environnement à la jeunesse, en culture, loisirs, on a très peu d'investissements, et la plupart du temps quand on tourne les pages, on est sur du reste à réaliser, il y a équipement sportif, 65 000 euros, on n'a rien de nouveau. Moi ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment notre jeunesse, parce qu'on est à 1 296 euros en reste à réaliser, et on n'a rien. Donc moi, je suis le premier concerné parce que
Derrière, il est très difficile de maintenir notre jeunesse. Quand je dis la jeunesse, c'est les ados qu'on a tous. Je regarde de près les programmes qui sont proposés. Les modalités d'inscription, c'est une usine à gaz. S'il faut se présenter à telle heure, tel jour, à tel endroit, on ne peut pas réserver. Enfin, c'est d'une complexité phénoménale. Aucun investissement sur le restaurant scolaire. Bon, de toute façon, vous avez l'école derrière qui va se construire. Enfin, voilà, c'est pauvre. Bien. Que puis-je dire à tout ça? Donc, sur Bel Air, j'ai fait une première réponse à M. Colombo. Vous nous reprochez de ne pas vendre Bel Air assez cher, mais je crois que dans ce que vous aviez proposé, c'était pas la vente, c'était dire refaire une école. Pour redynamiser le centre-bourg, refaire une école, il y a déjà des écoles, des saturations de parking, etc. C'était pas, à notre avis, et c'était pas notre vision. D'ailleurs, c'est pour ça que peut-être les gens ont choisi de nous élire sur ce programme-là, et vous allez voir que ça va se développer. Donc on aura à cet endroit, à Bel Air, d'une part effectivement une recette importante, mais on a fait un choix. On a effectivement des gens qui nous proposaient plus, d'autres qui nous proposaient moins. Un choix de programme. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt, un appel à projet, pardon, qui a été lancé, que vous auriez pu consulter. D'ailleurs, je crois qu'on vous l'a présenté en partie, Monsieur Colombo, vous étiez là à cette commission. Voilà, il y a eu 8 candidats, 4 ont été reçus. Et sur ces 4 candidats reçus, qui ont déposé des dossiers, on a fait le choix d'en retenir un, qui est un projet qui est celui de la résidence intergénérationnelle, et c'est le promoteur Vealis, que je ne me trompe pas, cette fois-ci. Donc Vealis qui a été retenu, qui fera un projet intéressant. Et bien sûr, il y a des contreparties, il faut démolir sur le site, c'est pas un terrain nu. Et on a choisi aussi de ne pas densifier à outrance, puisqu'on avait des projets plus chers, mais avec beaucoup plus de densification. Donc c'est un projet qui est absolument équilibré, et donc le prix de vente est tout à fait raisonnable et efficace pour les finances de la commune. Après, vous me dites que oui, on ne fait pas assez d'investissements, et quand on en fait, vous êtes contre, donc ça c'est assez compliqué. Quand on fait des investissements, le rapport du GIEC, j'ai une infographie qui montre bien ce qu'il faut faire. Les problèmes de température globale, émissions de CO2, les risques, etc. Et dans les solutions, production d'énergie décarbonée. On fait une valve de marché avec de l'énergie décarbonée dessus, ce sera 1200 m² de toiture photovoltaïque. Et vous nous dites qu'il faut attendre. Mais comme le disait Pierre Hormic, l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. C'est maintenant qu'il faut faire. Et ça, c'est un document de l'État, ce n'est pas un document de Pierre Hormic. Donc il faut maintenant avancer rapidement sur la transition écologique, la transition énergétique, et donc il n'est plus temps d'attendre. Donc oui, nous avons des projets qui vont servir la commune, qui vont servir ce centre-ville où on attend, ce n'est pas simplement des incantations, j'ai relu les programmes des uns et des autres, tout le monde veut dynamiser ce centre-bourg, ce centre-ville. Donc on est tous d'accord là-dessus, et quand on fait des éléments qui vont permettre de le dynamiser, ça ne vous convient pas. Moi je pense que ça conviendra aux Artiguais, et vous verrez que cette halle de marché, quand elle sera construite, ce sera certainement un succès, et en plus elle produira de l'énergie. Voilà. Sur la rénovation énergétique et construction de bâtiments énergie passive, on va faire une école avec un programme, un niveau de dépenses énergétiques, on est au E3C2, on est pratiquement au maximum, on est pratiquement à de l'énergie passive. Donc là, on avance. Quand on fait de la rénovation, de la production donc d'énergie décarbonée aussi au bas carbone, une centrale bois qui va permettre de chauffer à la fois le cuvier de Feydeau, les bâtiments du cuvier de l'école d'art du château Feydeau et aussi de l'école. Voilà le sens de ce que l'on fait. Et si vous n'arrivez pas à le percevoir, je vous le redis, aujourd'hui c'est là-dedans qu'il faut s'engager, et l'ensemble de nos budgets d'investissement vont dans ce sens. Et voilà, effectivement, il faut de l'argent. Alors, bien sûr, à côté de ça, nous sommes pénalisés, impactés très très fortement, j'ai l'impression que vous l'avez oublié encore une fois, par les hausses catastrophiques des prix de l'énergie. Donc oui, bien sûr que les dépenses de fonctionnement augmentent, mais ça on vous l'a expliqué de très nombreuses fois, on le réexplique aux Artiguais, et bien sûr c'est quelque chose qui est difficile à supporter, et si on laisse filer les dépenses, dans quelques temps on n'aura plus rien, et on ne pourra plus financer, et on ne pourra même plus payer les employés de cette commune. Voilà. Quant aux dépenses sur les assurances, bien sûr, tout le monde le dit, dans toutes les communes, c'est le cas. Il y a des augmentations fortes au niveau des assurances et que l'on a bien sûr du mal à contrôler.
Quand vous nous dites que sur le sport on ne fait rien, on met à niveau les équipements. On a un gymnase effectivement qui se dégrade, donc il a fallu investir 65 000 € l'année dernière dans un équipement de VMC. On va le faire dans les jours à venir dans un équipement que vous aviez rénové, vous aviez oublié, semble-t-il. Je me tourne vers l'équipe, même si c'est de Ensemble pour Arting, dans la mandature précédente, le bâtiment du RPE. Il y aura les petites enfances qui a été rénové, très bien, il n'y a pas de VMC. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a de la moisissure et on a les agents qui s'émeuvent du fait que, bien sûr, il y a des moisissures dans ce bâtiment. Alors, un bâtiment qui a été rénové il y a 3 ou 4 ans, qu'est-ce qui se passe? On va voir, effectivement, il n'y a pas d'installation de VMC. Donc on va mettre une installation de VMC, ça va être fait dans les semaines à venir, mais il faut quand même trouver un peu d'argent pour entretenir tous ces bâtiments communaux. Voilà pour ce que je voulais dire. Côté culture et loisirs, on a enfin, l'année dernière, n'oubliez pas, c'est quand même très visible, on a remis en service le système d'éclairage LED de la médiathèque. Ça faisait partie intégrante de l'architecture de ce bâtiment, avec l'aide du département, quelque chose qui aurait pu être fait bien avant. On a fait des investissements nombreux sur l'éclairage LED de la commune, je vous le rappelle, et ça fait des économies à nouveau. Donc on limite fortement la consommation d'énergie fossile. Et en plus, on va faire des économies sur la commune. On va économiser près de 80 000 € par an. C'est un investissement, certes, de 900 000 €, mais qui va être amorti très très vite. Voilà l'ensemble du sens de ce que l'on veut donner. Sur les équipements sportifs, par exemple, alors, bien sûr, vous avez créé un paddle, c'est très bien. Mais il ne fallait quand même pas oublier, aujourd'hui, moi, le club de tennis m'appelle au secours en disant on a des terrains qui n'ont pas pu être rénovés. Voilà, donc là, on a mis un peu d'argent pour entretenir les 2 terrains en quick. Et on a 2 autres terrains, dites en moquette, où il va falloir mettre, chaque terrain, c'est 40 ou 50 000 € pour refaire ces terrains. Donc pour pouvoir simplement rejouer au tennis et maintenir les installations, il aurait été préférable de faire les investissements nécessaires pour au moins maintenir ce qui existait, plutôt que de créer de nouvelles installations et laisser à l'abandon le reste. Mais effectivement, c'est plus parlant politiquement d'avoir de nouveaux équipements plutôt que de maintenir le patrimoine. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais dire pour ce budget. Et puis, je vais quand même, puisque quand même l'attaque claire sur les indemnités est absolument inadmissible, je vais vous lire quand même l'extrait. Ce sera un petit peu long, mais je pense qu'il faut prendre le temps un peu de replacer le débat. C'est l'extrait d'un message de Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de Gironde, au maire de Gironde, qui était réuni en assemblée générale. Bon, j'ai limité un peu les éléments, mais je n'ai pas changé une miette de l'essentiel de son discours. Il s'adressait au maire. Il dit, voilà, un téléphone qui peut sonner n'importe quand, une visite impromptue, une sollicitation dans la rue ou au marché, une disponibilité permanente, le temps que l'on ne compte plus, le matin tôt, le soir tard, des week-ends qui n'en sont pas, des jours qui filent trop vite, des vacances écourtées. Une vie de famille entre parenthèses, des enfants que l'on voit à peine grandir, des soirées passées ailleurs, des moments de bonheur qu'il faut voler. Un problème à résoudre, une solution à trouver, un décès annoncé, un réconfort à apporter, comprendre les autres pour mieux les aider. Une oreille attentive, une écoute intéressée, une parole qui rassure, qui explique, qui accompagne, qui tranche, qui décide. Renoncer pour choisir, assumer ses responsabilités, prendre des décisions difficiles, chercher à être juste dans ses choix. Supporter la pression, garder pour soi les moments de découragement, assumer la charge mentale, ne pas se plaindre, être assistante sociale, conseiller juridique, expert de la comptabilité publique, féru d'urbanisme, super gendarme, champion d'état civil ou de l'accès au droit, s'intéresser au sport comme à la culture, aux jeunes comme aux plus âgés, aux autochtones comme aux nouveaux arrivants, jouer au loto, danser, faire une randonnée, avoir un bon coup de fourchette et tenir le cap en levant le verre, surtout sur la durée, essuyer les colères des autres, recevoir les critiques, ne pas espérer la reconnaissance, se satisfaire des rares compliments, mais aussi goûter la réalisation d'un projet qui aboutit enfin. Affronter les complexités administratives, acquérir connaissances et compétences, chercher à comprendre, ne pas toujours prendre le temps de se former quand ce serait utile, évoluer toujours pour ne pas lâcher prise. Des dossiers partout, des mails en pagaille, des budgets difficiles à boucler, des sollicitations en permanence, des PowerPoint complexes à suivre, des réunions, des débats, des réunions, des désaccords, des réunions, trop de blabla, des réunions encore, des projets qui n'avancent pas, des réunions toujours pour se mettre enfin d'accord, pour voter, pour faire changer la vie des habitants, la rendre meilleure.
Être maire, c'est être cette cellule souche de la République, celle qui en constitue la maille la plus fine, celle que l'on trouve en toute proximité, celle sur laquelle on projette ses espoirs d'une vie meilleure, celle aussi à qui l'on formule le plus directement des reproches. Être maire, c'est la démocratie représentative du quotidien dans ce qu'elle garde encore un peu de légitimité, de crédibilité, de compréhension collective de ce qu'est le rôle d'un ou d'une élue. Celui d'être dépositaire du mandat donné par une population, un contrat à durée déterminée, à l'issue duquel les habitants jugeront s'il mérite la reconduction, la transmission à un successeur ou le changement radical pour aller voir si quelqu'un propose une herbe plus verte sur le pré de la commune. Être maire, enfin, c'est être respecté. Incivilité et agression à l'égard des élus, verbales, physiques, symboliques comme les dégradations de permanence. Toute attaque envers un élu est inadmissible, parce qu'elle est aussi une attaque envers la démocratie. Et quand des maires démissionnent par lassitude, par découragement, par souffrance personnelle et intime, issue des coups moraux ou physiques reçus, c'est notre République qui perd l'un des précieux représentants. La représentation républicaine doit être respectée à tous les échelons sans condition. Et les maires, vous les maires, en êtes les premiers et essentiels piliers. Voilà, donc à ceux qui... Merci. Je vous remercie. Donc, je vous en prie, je vous passe la parole. Tout ce que vous venez de dire, nous l'entendons bien. Je pense que tous les élus ici, même s'ils sont dans l'opposition, s'investissent, essaient de s'investir au niveau qui leur est approprié et accordé. Je pense aussi, monsieur le maire, que si vous vous êtes présenté et en tête de liste, vous connaissiez parfaitement les engagements que vous preniez. Oui, je dis simplement que les attaques incessantes chaque année contre le niveau d'indemnité, puisque quand on me le demande, on me redemande, et tous les ans on me redemande, voilà, ça effectivement, je pense que... C'est Non, un non, détail. oui, c'est un détail. On est bien d'accord. On est d'accord, c'est un détail. Si on veut connaître C'est un vos détail de indemnités, l'histoire. on n'a À pas Ambès besoin et dans que d'autres vous- communes, c'est le Rassemblement national qui fait ce genre de demande. Mais Voilà, madame. Par contre, Ce que je non, voulais non, dire. non, 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 Voilà non, ce que je non, voulais soyez dire. gentil, Oui, monsieur oui, le maire. absolument. Soyez gentil. Je veux dire Absolument. que si vous êtes engagé là où vous êtes, je pense que vous étiez parfaitement conscient ou alors c'est grave si vous n'en étiez pas conscient. Je peux Bien. me permettre, monsieur le maire. Monsieur Dauvilliers. Je voudrais rectifier le tir. Là, vous avez donné une contre-vérité sur le fait que l'ancienne équipe, puisque vous donnez toujours des références de l'ancienne équipe, et ça vous rend bien service de temps en temps, que l'on a complètement oublié le budget de rénovation des cours de tennis. Ça, je peux vous affirmer que, pour m'en avoir occupé personnellement, ils n'ont jamais été oubliés, et que la construction du paddle a été financée en partie par la Fédération française de tennis. Voilà, donc ça c'est une contre-vérité de dire que nous avons oublié le budget rénovation des cours de tennis. Voilà, ça n'arrive pas maintenant, quoi. Bon, néanmoins, il y aura l'année prochaine probablement et l'année d'après des investissements sur la rénovation des deux moquettes. Et je vous invite à en parler avec la présidente du tennis club si vous le souhaitez. Bien, écoutez, nous allons pouvoir passer au vote. Monsieur Colombo. Merci, monsieur le maire. Oui, je ne pouvais quand même pas rester sans rien dire. J'ai entendu la déclaration de monsieur Glaise et je l'entends dans votre bouche aussi ce soir et je la partage. C'est pas du tout ce qui est... D'abord, c'est pas le mot attaquer est quand même un peu fort quand on demande juste de la transparence financière. La loi, c'est la loi. Elle s'applique à tous. Et les indemnités, quand on vous demande des indemnités métropole, c'est parce qu'elles sont liées à votre mandat de maire. Donc c'est ça la transparence. Donc en tant que maire, parce que vous avez été élu maire et vous êtes à la métropole parce que vous êtes maire d'Artigues, donc vice-président maire d'Artigues, c'est normal que la transparence financière, on vous réclame les indemnités. On n'a pas dit que vous gagnez trop. À aucun moment vous nous avez entendu dire que vous touchiez trop. On demande juste, à un moment donné, si ça gêne... Merci. Parce que moi aussi, je vais faire des ouh aussi. À un moment donné, quand on vous demande des explications et quand on vous demande aussi de faire un effort, même pas grand-chose, mais au moins de montrer que vous montrez l'exemple, même
on vous demande, c'est symbolique ce qu'on vous demande. Ce n'est pas forcément de baisser de 10%, de 5%, de 2%. C'est juste de baisser un petit peu les indemnités, de montrer que, oui, les temps sont durs, les finances de la commune ne sont pas au top, et on va participer à l'effort, nous aussi, parce qu'on vous demande, vous, Artiguais, de payer une taxe foncière en augmentation, forte augmentation, parce que, oui, c'est vrai que nous ne maîtrisons pas les bases locatives, mais vous les connaissiez, les augmentations de bases locatives, avant de décider d'augmenter la taxe foncière. Donc à la fin, les Artiguais, oui, ils vont payer. Mais comme c'est vrai que vous le dites souvent, ils sont propriétaires, ils sont riches, ils n'ont plus la taxe d'habitation. Mais ça aussi, ils l'entendent. Ça aussi, c'est pas très agréable. Et juste un petit point aussi, parce que vous avez parlé des moisissures dans le bâtiment de jeunesse, et vous dites les agents s'émeuvent. C'est fort d'entendre ça. C'est un mépris, monsieur. C'est un mépris, dire ce genre de choses. Heureusement qu'ils s'en émeuvent, parce qu'ils reçoivent du public et du jeune public, et c'est leur rôle de... Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Colombo. Quand j'ai dit ils s'en émeuvent, je dis simplement, ils ont... Enfin, voilà. C'est normal qu'ils s'en émeuvent. Mais bien sûr, ils ont raison. Leur rôle. Mais ils ont raison. Mais il n'y a pas de mépris dans ma bouche en parlant de ça. C'est vous qui pointez ce genre de choses. Voilà. Mais c'est la même chose quand je... Pourquoi vous dites ça, monsieur Colombo? Non, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, qu'ils s'en étonnent? Non, c'est normal qu'ils s'en émeuvent. Oui, moi aussi, je m'en suis ému. Et je suis allé voir directement sur place, et je suis allé voir la personne concernée, et je suis allé me rendre compte, effectivement, de cette moisissure. Et je ne comprenais pas pourquoi, effectivement, un bâtiment rénové il y a 3 ou 4 ans, pas si longtemps, était déjà dans un tel état. Et bien sûr, quand on m'explique qu'il n'y a pas de VMC, et qu'on a effectivement fermé toutes les huisseries avec des huisseries isolantes, évidemment qu'il y a un problème. Voilà. Bon, après, bien sûr, je sais que c'est compliqué de suivre, et moi-même, je ne peux pas suivre toutes les réalisations techniques, et qu'il y a eu certainement un défaut, bon, peut-être fait par l'entreprise précédente, etc. Mais on ne peut pas résoudre tous les problèmes instantanément, donc on va le faire. Vous n'allez pas mettre de l'huile sur le feu là où il n'y en a pas besoin, monsieur Colombo. J'en mets pas, il y en a suffisamment. Et en tout cas, ça montre quand même qu'il y a un gros souci, parce qu'autrement, ils ne se seraient pas déplacés pour expliquer tout ça. Il y a un problème d'écoute et d'entente avec les agents, donc il va falloir le résoudre. Quel rapport avec le budget, monsieur Colombo? On peut rester sur le sujet, s'il vous plaît? C'est un rapport. On peut rester sur le sujet ou... Oui, on va rester sur le sujet, mais on en reparlera de ça. Merci. Bon, nous allons donc passer maintenant au vote de ce budget. Donc, qui est contre? 8 voix. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? À la majorité, le budget est adopté. Bien, nous passons maintenant à la délibération numéro 20. Pardon, 21. Oui, 21, pardon. Concernant la subvention au CCAS. Donc, la subvention est stable et reste à un montant donc, de 294 000 €, sachant que nous avions versé une avance de 50%, donc de 147 000 €. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions sur cette subvention au CCAS. Je propose de la mettre au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Délibération 22, c'est l'attribution du solde de la subvention aux écoles d'art. Donc, un premier versement de 50% avait été versé. Donc, la subvention totale s'élève à 198 500 €. Et donc, elle est en augmentation de 7 000 € par rapport à 2022. Donc, ça a été exposé tout à l'heure dans le budget. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, pas de questions. Nous passons donc au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. La délibération 23, c'est l'attribution du solde, cette fois-ci, de subventions aux associations artiguaises pour l'exercice 2023. Donc, nous avons maintenu le même montant de subvention qu'en 2022, avec au total un montant de subvention qui sera en 2023 donc de 38 599 €. Et donc vous avez eu le tableau des subventions avec le récapitulatif, donc les subventions 2022 et puis la compte 2023, le solde.
Et vous voyez qu'il n'y a pas d'écart entre les subventions 2022 et 2023. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Colombo. Merci, Monsieur le maire. Oui, je voulais juste savoir, Madame, comment sont calculées ces subventions aux associations et clubs sportifs? Merci, je suis Rochard. contente que vous me posiez la question parce que déjà l'an dernier, je vous avais expliqué que ça repose sur un certain nombre de critères que je peux vous donner, mais pas ce soir. Et c'est toujours les mêmes items depuis plusieurs années. Et vous les connaissez, Monsieur Colombo. Alors, je suis quand même surpris, vous me dites ça ce soir, parce que si c'était les mêmes items et si c'était exactement ce que m'a aussi répondu le directeur de cabinet par mail, les subventions ne devraient pas être les mêmes tous les ans. Alors, excusez-moi, les subventions ne devraient pas être les mêmes tous les ans. Nous nous sommes même posé la question cette année de les réduire parce que vous savez qu'on essaye de faire des économies, je ne sais pas si vous le savez. Donc, comme tout le monde, j'ai été sollicité pour baisser les subventions et nous avons décidé de les maintenir. Donc, je ne vois pas en quoi vous voulez les baisser ou les augmenter. Expliquez-moi. Alors, je vais vous expliquer, mais je n'avais pas fini de parler, donc je vais vous l'expliquer. Ce n'est pas une question de monter ou de descendre les subventions, ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande comment elles sont calculées, si elles sont vraiment calculées par nombre d'adhérents dans les associations, dans les clubs. C'est quand même des choses qui fluctuent d'une année à l'autre. Comment ça se fait que donc les subventions sont les mêmes tous les ans? C'est ça. Tout à fait, mais ce n'est pas à la personne près. Je vais vous donner rendez-vous chez Monsieur Dulaurent, on va vous montrer les items. Nous calculons les gens qui exercent sur Artigues. Nous regardons si le nombre effectivement augmente, mais ce n'est pas à 2 personnes près, c'est à peu près un nombre fluctuant. Mais il y a beaucoup d'autres critères, donc je vous invite à venir nous voir auprès de Monsieur Dulaurent et je vous expliquerai tout ça, monsieur. Bien, y a-t-il d'autres questions? Non, écoutez, je propose que nous passions au vote. Donc, qui est contre? Personne qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, cette délibération est adoptée et je vous en remercie. La délibération 24, donc c'est l'attribution des subventions aux coopératives scolaires. J'en profite par contre pour... J'aurais dû le faire beaucoup plus tôt pour excuser M. Messaï qui est souffrant mais qui nous suit à distance et qui aurait dû présenter toutes ces délibérations financières. Voilà, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc oui, la 24 concerne l'attribution des subventions aux coopératives scolaires pour l'exercice 2023. Alors avec une petite précision, c'est vraiment pas grand-chose, mais les montants avaient été arrondis avec des arrondis qui n'étaient pas faits dans le même sens. Donc il faut lire pour la subvention à la coopérative primaire du parc, au lieu de 4 840 €. Il faut lire 4 840 €,50. Pour la coopérative maternelle du parc, au lieu de 1 913 €, il faut lire 1 912,50 €. Et pour la coopérative maternelle de la Plaine, au lieu de 1 670, il faut lire 1 669,50 €. C'est un détail, mais comme on n'a pas précisé les règles d'arrondi dans la délibération, il vaut mieux être factuel. Et on sait que nous avons des conseillers municipaux qui sont très à cheval des fois sur les précisions. Voilà. Avez-vous des questions? Sachant que l'arrondi aurait pu, s'il avait été fait dans le même sens, on aurait pu l'accepter. Mais voilà. Donc c'est plus clair comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Ben, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération 24 est adoptée. Et je vous en remercie. La délibération 25, donc concernant le fonds de concours de Bordeaux Métropole pour l'éclairage public dans le cadre des travaux d'aménagement de l'avenue du Périgord. Donc le montant, le coût prévisionnel des travaux était donc de 78 000 €. Le coût prévisionnel des travaux éligibles est de 41 919 €. La subvention du SDEG à déduire de 12 000 €. Et donc le montant de la subvention de Bordeaux Métropole est de 16 368 €. Et je vais passer la parole avant vos questions peut-être
en complément à Monsieur Lureau qui peut vous dire un mot sur ce projet. Oui, juste une petite précision également sur le calcul qui peut paraître pas très évident pour passer de 78 000 à 41 000. Excusez-moi, j'avais un chat. Les 78 000, c'est le montant global de l'opération, ne sont subventionnables que la partie des travaux eux-mêmes. Donc il faut déduire de ces 78 000 environ 20 000 euros de travaux d'éclairage provisoire, environ 5 000 euros de maîtrise d'œuvre qui ne sont pas pris en compte non plus, et les 12 000 euros de subventions que nous touchons. Si vous enlevez ça aux 78, on doit arriver à peu près à 42 000 euros, auxquels on déduit les 9 000 euros de plus-value qu'on a sur les candélabres qui ne sont pas pris en compte par Bordeaux Métropole. On arrive en gros à 32 000, je vous passe les virgules, et comme on a le droit à 50% de subvention, c'est bien les 16 000 et quelques euros que vous voyez affichés dans le tableau. Voilà l'explication pour passer d'un chiffre à l'autre. Ce projet, vous l'avez à l'écran. C'est un projet très important puisqu'il va marquer l'entrée de ville par le poteau d'Ivrac, ce qui est aujourd'hui une ancienne nationale déclassée, puisque je rappelle que cette route, c'était la nationale 89 avant qu'elle devienne d'un 2x2 voies, donc qui a été déclassée, mais qui pour autant est encore un axe routier très important. Quiconque passe par là tous les matins le sait, ça sert de contournement à la nationale 89. Donc nous allons rétablir une vraie entrée de ville avec des cheminements pour les piétons. Vous avez la coupe en haut à droite de la slide, la partie gauche de là où vous voyez les petits piétons et le vélo, c'est la partie qui sont côté des commerces du poteau d'Ivrac, donc côté pharmacie, le dock du vin, Gabin, enfin je vous en passe les autres. Et de l'autre côté, vous avez la circulation plus étroite qui est côté Ivrac et donc côté poissonnerie. La partie à 3 voies, qu'aujourd'hui on a en gros 3 voies larges, va être réduite à 2 voies étroites. La chaussée ne fera plus que 6,50 m in fine. Ce qui reste, dans la réalité, la meilleure façon de faire ralentir tout le monde, c'est quand les voies sont étroites, et bien tout le monde roule moins vite. Et c'est quand même l'objet. Les feux seront ajoutés, puisqu'il y aura un feu en haut de l'avenue de Fontrode et un feu au niveau de l'angle des poteaux, des commerces du poteau d'Ivrac, qui permettront de réguler cette circulation, avec un temps maximum de 180 secondes entre l'un et l'autre, entre le vert et le rouge, donc c'est le maximum sur le carrefour. Toutes les études ont été faites par Bordeaux Métropole pour valider que tout ça évitera les remontées de fil telles qu'on les a aujourd'hui tous les jours. Et l'accidentologie, dans les 3 derniers mois, il y a eu au moins 3 accidents graves sur ce carrefour. Alors ce n'est pas forcément connu puisqu'il a l'intersection de Tresse, d'Ivrac et d'Artigues, et que de temps en temps, suivant où se trouve la voiture cabossée au milieu, ce sont les gendarmes de Tresse qui viennent ou d'autres. Donc ce n'est pas toujours intégré dans Artigues, mais c'est bien quand même globalement sur notre domaine routier et qu'il fallait le rééquilibrer. Ce dossier a bien sûr été, je vous réponds après, M. Chollet, ce dossier a été bien sûr présenté aux commerçants du poteau d'Ivrac que nous avons rencontrés à 3 reprises et nous l'avons fait évoluer avec eux. Voilà. Je vous écoute. Oui, monsieur Merci, Chollet. monsieur Leroux. Juste une question. Il y a une participation des communes limitrophes ou pas sur ce projet? Parce que c'est Bordeaux Métropole, j'imagine qu'il y a peut-être Ivrac qui est concerné, puisque si j'ai bien compris, il y a la partie gauche, c'est ça? Il y a très peu de choses. Ouais, Alors, ça. pour Tresse, il n'y a pratiquement rien. Pour Ivrac, de l'éclairage public, mais on était déjà, de toute façon, l'éclairage public était déjà connecté Voilà. sur la commune d'Artigues. Il y a 3 lampadaires. Sur la partie Ivrac, il y a Tout à 3 fait, luminaires qui étaient déjà connectés, qui étaient déjà chez nous. On les a conservés chez nous. C'était intéressant en tout cas pour Artigues, de réaliser ce projet et ne pas l'handicaper. Oui, mais c'est une question qu'on s'est posée. Voilà. Mais c'est un choix. Oui, monsieur Colombo. Oui, est-ce qu'on pourra avoir le projet d'aménagement, parce qu'on ne le connaît pas du tout? Oui, je peux vous transférer ce plan-là. Oui, ça ne me pose pas de difficulté. Oui. Oui, parce qu'on... C'est un PDF qui pèse un poids fou, mais on arrive à l'ouvrir quand même, ça fonctionne. Voilà, vous avez les coupes de principe qui sont un peu plus sympas. Bon, quand vous voyez ça à côté de ce qu'on a aujourd'hui, je pense que, pour parler trivialement, il n'y a pas photo. Là, vous avez la vue depuis l'avenue du Périgord, vous avez le restaurant L'eau à la bouche qui est sur votre droite. Et là, la même vue depuis l'autre côté, avec le bâtiment que vous voyez à gauche qui est la poissonnerie. Encore une fois, tout ça a été présenté aux principaux intéressés que sont les commerçants. Et nous allons faire une réunion publique, j'ai plus la date, c'est fin juin, je crois. J'ai un doute, enfin, il sera communiqué, ça sur le site. Il me semble que c'est fin juin. Les câbles électriques, toujours pas enterrés?
C'est une vue d'artiste. Des fois, les artistes ont des visions un peu comme Ça me rassure, excusez-moi, mais ça me rassure un tout petit peu quand même. Parce que si maintenant on continue à laisser les câbles... Ça serait dommage que je vous fasse voter... Ça serait dommage que je vous fasse voter une subvention pour les enfouir et que je les laisse sur les poteaux. Vous m'en voudriez, Madame Rigboche. Ouais, c'est le 27 juin, la réunion publique. Oui, bonsoir à tous, excusez-moi. Oui, moi je suis plutôt intéressé parce que bon, j'habite à Font-de-Rôde, donc comme vous, un petit peu. Donc je suppose que c'est un projet qui a été porté par Métropole déjà au départ. Moi je m'interroge un petit peu sur tout ce qui est les services publics, les autocars qui passent. Nous avons des Transgironde, enfin qu'on appelle maintenant c'est Nouvelle-Aquitaine, qui ont des arrêts déjà qui sont matérialisés et qui s'arrêtent en pleine voie. Donc là, je m'interroge un petit peu quant à la sécurité des gamins qui utilisent ces moyens de transport par rapport aux traversées routières. Et ensuite, sur l'aboutissement en fait, de la piste cyclable. Puisque quand on est sur la coupe, qu'on voit la piste cyclable qui doit faire 4 mètres, 4 mètres 50, arriver sur le carrefour de l'avenue de Font-de-Rôde, je me demande après où elle va aller, cette piste cyclable. C'est ça le problème. Merci. Alors, pour les bus et la sécurité, on a des trottoirs qui vont passer des 1 mètre, 1 mètre 20 actuellement avec des voitures garées dessus, à des endroits où les voitures ne pourront pas stationner parce que ça sera bloqué et qu'ils auront des stationnements le long avec des trottoirs qui font 4 mètres. Donc je pense que niveau sécurité, on améliore très nettement la sécurité par ce phénomène-là, par le fait de réduire la vitesse et par le fait de multiplier les feux. Encore une fois, tout ça va être régulé par des feux rouges. Il y en a 2 qui sont rajoutés. Donc les voitures vont s'arrêter, la circulation des piétons grandement favorisée. Maintenant, pour la piste cyclable, écoutez, il faut bien qu'elle ait une fin. Aujourd'hui, la fin, c'est la fin de limite de Bordeaux Métropole. Hein, voilà pourquoi elle s'arrête là. Même si, pour compléter la réponse de M. Lureau, nous travaillons, enfin le département, le conseil départemental a aussi un système de maillage et va injecter un certain nombre de millions d'euros aussi dans un plan vélo. Et les discussions sont en cours avec eux pour voir à quel endroit effectivement cette voie verte pourrait se prolonger. Ce serait probablement plutôt sur la descente, mais voilà, à confirmer de Font-de-Rôde pour aller jusqu'au rond-point, ce qu'on appelle le rond-point de Tresse en venant d'Artigues. Voilà. Mais bon, aujourd'hui encore, c'est pas encore définitif, mais il faudra un peu de temps pour. Mais la volonté du département, c'est bien aussi d'aller vers un peu plus de déplacements à vélo. Vous avez une autre question? Oui, monsieur Nicolas. Oui, excusez-moi. Oui, donc en fait, je pense que le projet de métropole, en fait, c'est de dissuader la circulation, en fait. Parce que quand on connaît aujourd'hui la fréquentation de ce secteur-là, si on réduit les voies de circulation et la circulation en elle-même, je pense qu'on va avoir de gros soucis de bouchons et de fréquentation. Donc je pense qu'eux, ils veulent dissuader les gens de passer par là, en fait. Comme vous, j'habite Font-de-Rôde. Personnellement, le matin, je déclarerais bien un accident sur Waze tous les matins pour avoir la paix, mais je le fais pas. Non, c'est pas l'objet. L'objet, c'est de réduire la circulation, de réduire la vitesse et surtout d'en faire une entrée de ville. Le système pare-feu va réguler la circulation. Toutes les études théoriques qui ont été faites, et honnêtement, les systèmes informatiques de Bordeaux Métropole sur la gestion des flux véhicules sont très fiables. Toutes les études théoriques montrent qu'on va réguler cette circulation, même avec le flux actuel de véhicules, sans le changer. Parce que le système à feu fera que, par exemple, depuis l'avenue de Font-de-Rôde, on pourra sortir le matin, plutôt que de passer par le parking des commerçants et de chanter avec des systèmes qui ne sont pas très clairs. Voilà, on pourra sortir par ce point-là. Il y a une chose à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure. Évidemment, les rayons de giration des carrefours ont été étudiés pour les circulations des bus Transgironde, de tous les véhicules lourds qui passent par là, même si effectivement, c'est plutôt un souhait de limiter le nombre de véhicules lourds qui passent par là, oui. Mais c'est le rôle d'une entrée de ville et pas d'une nationale. Quand on veut aller de Libourne à Bordeaux, il y a nationale 89. Voilà. Moi, le matin, des fois, j'ai l'impression qu'à Pompignac, il y a 20 000 habitants, tellement il y a 20 voitures qui arrivent de la rue. Bon, voilà. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Non, je n'en vois pas. Mais écoutez, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité. Donc, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Avant de passer à la délibération suivante, j'ai mis en circulation le parapheur pour le compte administratif et le budget. Donc, vous n'oublierez pas de le signer, s'il vous plaît, avant de partir, s'il n'a pas fait le tour avant la fin du conseil. Délibération suivante. Donc, concerne une refacturation à la DREAL de frais engagés par la commune pour remise en état
de l'éclairage public. Voilà, donc, nous avions un devis du SDEC, c'est des travaux qui avaient été engagés par l'Adréal, je crois, suite à sur de l'éclairage public. Il s'agit simplement de refacturer et de récupérer la somme qui nous est due pour un montant de 1 572,90 €. Puisqu'il ne pouvait pas y avoir de facturation directe entre l'Adréal et le SDEC, donc on servait un petit peu d'intermédiaire dans cette affaire-là. C'est juste une régularisation. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Eh bien, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Et je passe maintenant la parole à Madame Lesbat pour la délibération numéro 27. Alors, cette première délibération concerne la participation financière de Bordeaux Métropole dans le cadre des fiches Codev Culture sur la thématique Art de la rue. Donc, c'est la deuxième édition. Je rappelle la première édition l'année dernière au mois d'octobre. C'était une proposition dans un quartier sud de la commune, la rue Roland-Petit, où on avait présenté un spectacle, on va dire, de circassien et de poésie. Donc cette année, nous reconduisons le projet alors dans un autre quartier qui sera certainement dans un quartier nord. Pour le moment, je ne vous dis pas le quartier parce qu'il y a des décisions qui vont se prendre auprès des colotis. Donc cette année, ça sera du théâtre musical avec la compagnie Octo qui vous proposera un spectacle qui s'intitule Formule magique pour faire un film qui marche. Donc ce sont des propositions hors les murs qui sont destinées justement à proposer de la culture pour tous et de s'approcher vers des populations qui ne seraient peut-être pas forcément attirées pour aller dans une salle de spectacle et permettre à chacun de passer un moment festif. Alors la partie financière de la métropole sur ce projet se fait sur le contrat de cession qui est de 2 600 €. L'aide de la métropole, la participation de la métropole est de 2 125 € avec un projet global, puisque évidemment le contrat de cession est associé aussi à des frais de transport des artistes, l'alimentation, la SACEM, la communication. Donc le projet global est de 4 950 €. Donc une aide de la métropole de 2 125 €. Merci Madame Lesbat. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, pas de questions. Écoutez, nous passons au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Et à l'unanimité. Alors cette délibération est adoptée. Je vous remercie. Délibération 28, Madame Lesbat. Alors, c'est une délibération habituelle que l'on vote 2 fois par an. Donc, c'est semestriel avec l'IDAC, donc l'Institut départemental du développement artistique et culturel, qui est associé au département. Elle concerne en fait les spectacles de ce premier semestre. Vous avez une annexe qui vous donne les différents spectacles concernés. Il y a un spectacle de marionnettes qui va être proposé à la fin du mois de juin à des scolaires, à 2 classes scolaires, et le même aussi en famille samedi. Il y a un spectacle que vous avez vu, c'était pour la journée de la femme, Clito, et il y a un autre spectacle qui n'est pas encore passé, c'est celui qui sera présenté à la fin de la fête de la nature, au mois de mai, un travail de fourmi. Donc l'IDAC nous aide entre 33% à 50% en fonction des prestations. Si par exemple on propose une prestation publique gratuite en extérieur, c'est autour de 50%. Et dans d'autres cas, ça peut être inférieur, donc 33%. Donc, là aussi, une petite précision, s'il y a des gens qui sont tatillons, c'est vrai que si vous faites la somme de chaque colonne, on trouve à 1 € près, pas tout à fait le même résultat. Là aussi, c'est lié tout simplement que 33% de 617 €, par exemple, ça fait 203,61 €. Et comme ils ont arrondi à 204 € pour la part IDAC, effectivement, la somme est un petit peu erronée. Voilà, à 1 € près. Je ne sais pas si je vous ai
donner tous les détails. Alors juste, si je voulais faire une petite remarque quand même concernant la culture. Pas de projet culture. Il faut savoir que la culture est surtout dans le budget de fonctionnement. Et donc au niveau du budget fonctionnement, on a plusieurs dizaines de milliers d'euros qui concernent la culture, avec énormément de médiation, avec les périscolaires, les scolaires, que ce soit de la maternelle jusqu'en CM2, des partenariats aussi avec d'autres, la petite enfance. Alors plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si je prends par exemple uniquement la médiation et les spectacles qui sont offerts aux classes, pour les classes de CM2 avec le théâtre d'improvisation, j'essaye de faire de mémoire, la chorale au niveau des CP, j'en oublie, il y a des projets musique aussi avec les maternelles, puis après il y a la petite enfance aussi. Moi je ne peux pas te donner tous les détails, mais je sais que rien qu'élémentaire et maternelle, uniquement les spectacles aussi, par exemple celui qui est indiqué sur le tableau, là, les marionnettes, que ça s'appelle T'es qui toi dis, l'ensemble de tous ces spectacles, c'est 18 000 euros. Mais il y a plein d'autres propositions qui sont faites qui ne sont pas dans ce financement-là. Bien, écoutez, merci Madame Lesbat. Oui, je voulais juste préciser que dans les investissements que nous avons faits récemment, il y avait une console son pour le cuvier, l'installation du cuvier. Donc on fait aussi des investissements en direct sur les équipements culturels. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, on a aussi 20 000 euros prévus cette année pour maintenir les installations de chauffage et de climatisation de la médiathèque. Donc bien sûr, on est loin d'abandonner la culture, mais au contraire de la faire monter un peu plus haut qu'elle n'a pu l'être ces dernières années. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas de questions. Enfin, d'abord, y a-t-il des questions, sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, l'unanimité, cette délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et pour la dernière délibération, c'est Madame Winter qui va nous faire la présentation de la 29. Alors là, c'est la délibération 2023-29 est relative au règlement de fonctionnement de la commission d'attribution des places en crèche. Ce règlement de fonctionnement n'existait pas. Donc voilà, on l'a constitué. Je voulais juste vous informer qu'à la fin de cette délibération, comme nous avons repoussé le conseil municipal du 20 au 27, il était mentionné que la commission devait se tenir le 27 mars. Elle est déplacée dans la semaine, en fait. Voilà. Donc cette délibération qui consiste donc la collectivité dans une démarche d'équité et de transparence. Elle met en place donc une commission d'attribution des places en établissement d'accueil du jeune enfant, crèche, afin d'étudier les dossiers de demande de préinscription et de décider de l'attribution des places pour un accueil régulier ou occasionnel au sein des deux multi-accueils, qui sont les jeunes pousses et les rêves bleus. Donc on rappelle que l'accueil des jeunes enfants doit pouvoir répondre à des impératifs de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle des familles. Nous sommes attachés, bien sûr, au principe d'universalité de la politique familiale qui assure à chaque famille l'opportunité de pouvoir solliciter une place en crèche. Nous sommes également attentifs à assurer la mixité sociale et des établissements d'accueil du jeune enfant, la diversité sociologique, économique et culturelle de notre territoire qui a été mise en avant également lors de portrait social de la CTG. Et donc la collectivité s'engage à faciliter les démarches d'inscription pour l'ensemble des familles, réunir une commission donc pour cette attribution des places, faciliter la réorientation des familles vers des différents modes d'accueil, et notamment des accueils individuels également, informer les familles du calendrier général de la procédure d'attribution des places, favoriser les temps d'échange avec les familles,
Accompagner également étroitement ces familles en fonction de besoins spécifiques. Ça, c'est le RPE avec notre animatrice. Choisir des critères d'attribution pertinents liés aux spécificités de notre territoire. Ajuster également les critères au fil du temps et de l'évolution de notre population sur le territoire. Et puis également, cette commission permettra également d'informer les autres gestionnaires du territoire des pratiques d'attribution des places. Donc il est demandé, il est nécessaire de présenter au conseil municipal cette grille des critères mis à jour, la liste également des personnes siégeant à la commission. Donc je demande au conseil municipal, après en avoir délibéré, de valider le règlement de fonctionnement de cette commission d'attribution et à monsieur le maire de mettre en application ce règlement dès la prochaine commission d'attribution. Oui, merci Madame Inter. Oui, juste une précision. Donc il était écrit initialement dans la délibération que vous avez en main. La toute dernière phrase dit de la prochaine commission d'attribution qui se tiendra le 27 mars 2023 à 13h30, mais ça c'était comme on devait faire le conseil municipal la semaine dernière, il n'y a pas eu cette mise à jour, donc là on va simplement noter dès la prochaine commission d'attribution, qui se tiendra à une date ultérieure, mais on va limiter donc les derniers mots, qui se tiendra le 27 mars 2023 seront rayés, puisqu'il n'y a pas d'intérêt, cette commission elle aura lieu dans les jours à venir. Y a-t-il des questions sur cette Monsieur Chollet? Merci, monsieur le maire. Madame Winter, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a, à hauteur de 5 points, les grands-parents domiciliés arctiques sont intégrés dans la grille, s'il vous plaît? Ça a été un choix également que l'on a fait au niveau de ce travail de la grille, qui a été un grand travail, un travail assez long. C'est un choix que l'on a souhaité mettre en place également. Il faut savoir que cette grille, on s'est inspiré de toutes les grilles qui existent quand même. Également, on a fait une comparaison également entre les attributions l'an dernier qui ont été faites sans cette grille et si on avait eu la grille là cette année, on arrive au même résultat. Il n'y a pas vraiment grand changement par rapport à ça. On n'a aucune demande d'ailleurs par rapport à ça. Mais en quoi les grands-parents je ne comprends pas pourquoi les grands-parents sont cités à hauteur de 5 points. Oui, mais parce que ça pourrait se faire au niveau des grands-parents. Si les grands-parents habitent Artigues, ça veut dire que là, soit ils gardent les petits-enfants et on libère une place. Je ne comprends pas pourquoi les grands-parents sont précisés, s'il vous plaît. Je ne vois pas. Ça a été c'est un choix qu'on a rajouté, si éventuellement c'était possible, par rapport aux grands-parents. Ils peuvent... Pour les parents qui peuvent aller le chercher. Donc les grands-parents, ils peuvent aussi travailler. Enfin, il n'y a pas que des grands-parents qui ne travaillent pas. J'entends bien. Moi, derrière, s'il y a des grands-parents de messieurs sur Artigues, on a peut-être des parents qui habitent hors commune. C'est possible, on peut l'imaginer, d'accord. Mais grands-parents, moi, ça m'interpelle à hauteur de 5 points, parce que quand on fait le décompte, je me suis amusé à faire des petits calculs, il y a un écart quand même entre la famille monoparentale et la famille, entre guillemets, classique. Si on prend un exemple précis, bon, il manque, il y a quand même 20 points d'écart. Moi, les grands-parents domiciliés sur la commune, ça m'interpelle. Donc, c'est vrai qu'on n'a absolument pas de cas de ce genre, d'ailleurs. Mais bon. Oui, d'autant plus d'attribuer les points de 5 points à d'autres. Ça aurait pu arriver. Si vous me dites qu'effectivement ça n'existe pas, pourquoi ne pas attribuer les 5 points ça pourrait se présenter. Bon. Alors, s'il vous plaît, comme tous les critères, effectivement, ils sont tous contestables. Donc là, on peut saluer, c'est malgré tout l'effort de transparence que l'on fait, puisqu'on met dans une délibération et on pourrait faire des choix tout à fait différents, arbitraires et cachés dans un coin comme ça existait jusqu'à maintenant. Enfin, l'idée n'était pas de les cacher, mais c'est simplement aujourd'hui, on propose cette délibération, on a un certain nombre de critères, on peut toujours les faire évoluer. Voilà, aujourd'hui, ce qui était proposé, c'est ces critères-là. Donc, on verra à l'usage ce que ça donne. Et puis, comme dit Madame Winter, s'il y a des ajustements à faire. Moi, je tiens compte de votre remarque, monsieur Chollet.
Bon, si on n'a pas de cas pour l'instant, mais on peut toujours la faire évoluer. Alors, la difficulté, c'est qu'il faudra à nouveau une autre délibération, mais c'est fait pour vivre, donc voilà. Monsieur le maire, Madame il peut y Rigbosch, avoir des grands-parents qui travaillent encore, vu qu'ils vont travailler de plus en plus longtemps, donc ils vont peut-être pas forcément pouvoir aller chercher leurs petits-enfants à l'école, vu qu'ils vont travailler au moins jusqu'à 67 ans. Oui, s'il vous plaît, pour les débats, si vous voulez que l'on soit enregistré, il faut demander la parole et être audible dans le micro. Madame Vinter. Juste un dernier mot. Bon, il faut voir, quand on parle de ce grille, après, il faut le voir, tous les critères dans son ensemble après, hein, parce que c'est vrai que ça peut être énormément fluctuant, hein, en fonction de la situation. En plus, elle pourra évoluer, comme disait Monsieur le maire, avec le temps, hein, en fonction également de l'évolution de notre population. Mais il y a d'autres aspects derrière techniques. J'en ai discuté un petit peu avec la directrice petite enfance, en fonction des horaires aussi qui sont demandés, hein, auprès de que les parents demandent. Hein. Derrière, c'est en fonction du personnel qu'il peut y avoir. Parce qu'entre 8h ou 7h30 du matin jusqu'à 9h, il y a du personnel, il n'y a pas tout le personnel. Le personnel, il vient par tranche d'horaire aussi. Et en fonction de tout. Pas que ce critère-là également. Monsieur Colombo, je crois que vous avez une question. Oui. Je passe la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Effectivement, c'est ça le mérite d'exister. Pour les grands-parents domiciliaires arctiques, j'en vois pas trop l'intérêt, ce que ça peut rapporter. J'aurais préféré à demander justement, et favorise ce genre de grille pour pouvoir aussi les gens qui ne travaillent pas, mais qui ont aussi la garde permanente de leur enfant, et on peut savoir que donc je le mets plutôt dans fragilité, situation particulière, et j'aurais plutôt mis des je ne vois pas trop l'intérêt de l'avoir mis là. Après, ça mérite d'exister, effectivement. C'est une chose qu'il faut faire évoluer. Il y a un travail de commission qui a été fait autour de ça. Donc, Madame Foran voulait dire un mot complémentaire, peut-être. Je voulais juste dire justement que ça aurait été bien de venir en commission pour pouvoir en discuter avant le conseil municipal. Au vote sur cette délibération maintenant. Excusez-moi. Oui, on va finir sur une note un peu plus. Excusez-moi. Oui, non, mais on va finir. Monsieur Colombo, je finis. Je sais que c'est difficile d'être à toutes les commissions. Et oui, et les attaques comme celle-là, je sais que c'est difficile. Oui, attaque pour attaque. Bien sûr. Bien, eh bien écoutez, nous allons quand même passer au vote de cette délibération, s'il vous plaît. Nous terminons. Nous allons passer au vote de cette délibération, s'il vous plaît, et terminer ce conseil municipal. Donc, qui est contre cette délibération? Personne. Qui s'abstient? Donc, 8 abstentions. Et donc, qui est pour? Merci. Donc, à la majorité, cette délibération est adoptée et je déclare le conseil municipal clos. Merci. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, de signer. Ne partez pas avant d'avoir signé, s'il vous plaît, le PV. Sinon, vous serez obligé de revenir en mairie pour le budget. Merci.